Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce premier petit déjeuner avec des têtes à Papineau en ligne pour cette session parlementaire. Before we begin today's session, I'd like to Avant begin que nous by débutions la séance d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Bien qu'on se réunisse sur une plateforme virtuelle, nous reconnaissons l'importance du territoire que nous appelons notre maison. Nous reconnaissons tous notre engagement et notre responsabilité pour améliorer les relations entre les nations et pour améliorer notre propre compréhension des peuples autochtones et de leur culture. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits, Métis et Premières Nations qui habitent cette nation. Nous attribuons notre respect aux gardiens de la connaissance traditionnelle et honorons les leaders courageux, passés, présents et futurs. Mesdames et messieurs, au nom du PFST, qui est le partenariat en faveur de la science et de la technologie, c'est mon plaisir de vous accueillir à ce premier événement des Têtes à Papineau. Je suis Nathalie Boto, présidente de ce comité des Têtes à Papineau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le PFST est une organisation sans but lucratif réunissant plusieurs sociétés scientifiques représentant plus de 50 000 scientifiques et ingénieurs du monde académique, de l'industrie ainsi que de la fonction publique. Cette année, nous célébrons notre 25e année comme organisation. Les 20 dernières années ont été impliquées dans l'organisation de séries de conférences des Quêtes à Papineau comme un de nos plus grands rôles publics. Bien que la pandémie actuelle nous impose des restrictions qui nous empêchent de nous réunir en personne pour rencontrer toute notre sélection de petits déjeuners sur la colline du Parlement. Il nous fait plaisir de vous appeler la partie la plus importante de nos activités, les Eggheads, c'est-à-dire les têtes à papineau, ce nom que nous donnons à ces scientifiques et ces ingénieurs qui viennent nous présenter leurs recherches novatrices à des parlementaires et à des décideurs. Nous espérons que vous apprécierez cette possibilité d'entendre de première main les excellentes recherches qui sont faites au Canada et que vous profiterez de l'occasion pour poser des questions franches quant aux implications de cette recherche pour les politiques et les actions futures. Tous les membres de l'auditoire pourront soumettre leurs questions à n'importe quel moment pendant ou après la conférence en utilisant le panneau questions-réponses dans le Zoom. Vous devriez voir une petite option questions-réponses en bas de votre écran. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez taper vos questions à n'importe quel moment. Nos conférenciers recevront la possibilité de répondre aux questions que vous aurez soumises à la fin de cette conférence. Avant de passer la plateforme à la personne qui fera la présentation, il est important de vous dire que la série Bacon and Eggheads ou des têtes à papineau est soutenue généreusement par toute une brochette qui vous ont été montrées pendant la vidéo de préparation. Nous le sommes reconnaissants, y compris le CRSNG, Génome Canada et l'Université Laval. Nous aimerions aussi remercier notre grand commanditaire, le président du Sénat et le président de la Chambre des communes. Merci de votre soutien. À ce moment-ci, je vais passer la plateforme au président du Centre de développement de recherche nationale, le Dr Jean Lebel, qui va présenter nos conférenciers. Merci Nathalie de cette présentation. Le cher vice-président de la Chambre des communes, membre du Parlement, distingués invités, nous avons un très grand auditoire aujourd'hui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de vous présenter Gary Cobinger. C'est un plaisir pour moi également de participer à ce premier événement virtuel de la série Bacon and Eggheads. À cause de ma prononciation française. C'est pour ça que j'utilise une image pour qu'on me comprenne bien. Je suis le président du CRDI. Le CRDI, c'est le Centre de recherche de développement pour le développement international. C'est une société de la couronne du gouvernement canadien qui fait partie des efforts des affaires étrangères et du développement étranger de notre pays. Nous sommes les champions de la recherche pour répondre aux défis auxquels notre monde doit faire face, et si que la situation, comme la situation de la COVID a bien démontré que mondial devient local. Et c'est pour moi un honneur et un plaisir de vous présenter Gary. Gary et moi, nous nous connaissons depuis quelque temps déjà. Et quelle meilleure façon d'éclairer nos parlementaires et vous, notre cher auditoire,
quelle meilleure façon que d'avoir la personne la plus brillante dans le développement de vaccins ici dans ce pays et que de le faire participer à l'événement d'aujourd'hui. Gary et moi, nous avons été au fil des ans des gens qui ont interagi. Pour certains parmi vous, vous êtes au courant, mais au moment de la crise de l'Ebola en Afrique de l'Ouest, c'est grâce au leadership de PIAC et Gary, c'est-à-dire l'Institut canadien de santé publique, Affaires mondiales Canada et le CRDI, qui ensemble ont donné la possibilité de tester le vaccin canadien sur lequel Gary travaillait avec ses collègues à l'Agence de santé publique à Winnipeg, qui nous ont donné la possibilité de faire la vaccination Ring au Canada. La vaccination Ring qui a fourni un traitement curatif pour cette urgence sanitaire. C'est une histoire canadienne, c'est un succès canadien avec plusieurs acteurs impliqués dans le monde entier et ce qui a démontré la véritable valeur de la collaboration en sciences. La collaboration, ces jours-ci, est nécessaire plus que jamais durant ces moments de pandémie de la COVID. Nous montrons que cette situation mondiale affecte de façon draconienne tout le monde. Une collaboration est requise pour développer rapidement et de façon urgente des vaccins de prévention et de soins. Mais il est aussi important de se souvenir que cet effort mondial doit prendre en considération aussi d'autres aspects, que ce soit par exemple l'accès à ce vaccin lorsqu'il sera prêt ou que ce soit ce qu'il faut faire pour contrer les inégalités dans les services de santé pour fournir le vaccin aux populations qui sont les plus affectées. Il s'agit aussi de faire face aux problèmes d'information et de désinformation. La science apporte de la valeur en répondant à ces enjeux. Aujourd'hui, pour revenir à notre conversation et à son but principal, Gary nous donnera une vision de son expérience dans le développement de vaccins pour des pandémies et fera un contraste avec l'expérience de l'Ebola, avec l'initiative qu'il dirige maintenant sur la COVID. Il s'agit de défis sans précédent et le Canada a beaucoup à offrir, comme il pourra nous le présenter à travers sa propre expérience. Euh, que ce soit les années où nous avons travaillé ensemble en Afrique de l'Ouest ou que ce soit les années où il est actuellement, où il est professeur à l'Université Laval et directeur du Centre de recherche en infectiologie, ainsi que chaire de recherche dans les nouveaux vaccins et des immunothérapies. Gary demeure une personne qui a beaucoup de connaissances, mais qui est aussi très humble tout au long de sa carrière, hein, soit à l'Université Laval ou au Centre de recherche en infectiologie à Winnipeg. Gary a montré euh, l'importance des scientifiques qui examinent des questions difficiles et qui travaillent de longues heures et qui permettent aux gens autour d'eux de faire le travail avec lui. Comme on dit souvent, pour être vraiment un grand chef, vous devez savoir comment le faire, comment faire les choses. Vous devez aussi laisser les autres travailler avec vous pour être capable de le faire et vous devez faire savoir au monde entier comment le faire. Et c'est ce que Gary va faire aujourd'hui en tant qu'ami de plusieurs parmi vous et en tant qu'ami personnel en tant que mon ami personnel et en tant qu'une personne qui a joué un rôle de premier plan dans le développement de vaccins, c'est un véritable honneur et un grand plaisir pour moi de vous présenter un des plus les chercheurs les plus éminents dans le monde entier sur le développement de vaccins avec de l'innovation, de la créativité, mais aussi de l'humilité. Gary, vous avez la parole. C'est un plaisir de vous écouter. Merci. Merci beaucoup, Jean, de cette présentation très généreuse. En fait, on en a parlé un peu auparavant à un moment donné. Euh, J'espère que le son est bon. Vous pouvez m'entendre. Je vais partager mon écran. De cette façon-là, je vais pouvoir commencer à présenter mes diapositives. D'abord, pour vous dire que c'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir la possibilité de vous faire une présentation sur un sujet aussi important que les vaccins. Euh, Tout le temps, pour moi, c'est l'importance, mais encore plus dans la situation actuelle à laquelle nous devons faire face avec cette épidémie de COVID-19. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler
de l'innovation pour contrebalancer les difficultés avant, pendant et après les épidémies et comment l'innovation peut aider et quelle contribution peut être apportée, y compris la contribution canadienne. Quel genre de contribution a pu être apportée par le passé et à quel point cela peut être important aujourd'hui aussi. Et nous espérons, moi, enfin, je suis convaincu que c'est une contribution que nous pourrons continuer d'apporter à l'avenir. Je vais trouver la façon de faire avancer les diapositives. Je vais commencer par ma déclaration de conflit d'intérêts. J'ai travaillé sur plusieurs plateformes de vaccins dont vous voyez la liste ici. J'ai aussi travaillé pour le développement clinique de certains vaccins en phase 1 surtout, mais un ou deux aussi en phase 2. Et vous voyez ici les pathogènes qui sont euh, insérer les entreprises avec lesquelles j'ai fait affaire. Nous avons contribué aux IMAP également vers la fin avec la collaboration d'une compagnie. J'ai reçu des honoraires aussi, comme plusieurs autres scientifiques universitaires que je redonne souvent. Et je suis président fondateur de l'association à but non lucratif GuardX, que je vais vous présenter à la fin de cette conférence. J'aimerais commencer par vous montrer un peu l'histoire des pandémies dans le monde, pour vous dire que nous sommes très conscients qu'un virus émergent peut faire beaucoup de dommages à la santé publique euh, et à la vie des citoyens dans tous les pays du monde, ainsi qu'à l'économie mondiale. Voici certains événements ce sont des événements qui sont tout le temps, qui reviennent tout le temps, et nous avons plusieurs exemples. euh, si on les oublie, il y en a certains qui nous marquent. Par exemple, la grippe espagnole de 1918 ou l'influenza espagnole qui a fait beaucoup de dommages en 1918, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est simplement pour souligner l'importance d'être préparé pour ces événements et de continuer à développer les outils nécessaires, y compris les vaccins, pour pouvoir minimiser, diminuer les dommages de ces événements. Cette diapo, en plus des coûts associés pour la santé publique et le fardeau des coûts santé publique, mais il y a aussi des coûts économiques énormes à ces épidémies et ces infections émergentes et réémergentes. Vous n'avez pas besoin de voir tous les détails de cette diapo, mais ce qui est important de voir, c'est euh, cette grosse bulle, cette grosse bulle jaune-là. C'est le coût de l'épidémie du SRAS au début des années 2000. Nous avons eu des cas ici au Canada. Dans l'ensemble, mondialement, il y a eu moins de 10 000 cas et le coût estimé était de 40 à 50 milliards de dollars. Maintenant, la COVID a bien plus que 10 000 cas. Et ce serait environ 100 à 1000 fois plus grand que ce plus gros cercle qui est le cercle beige sur le SRAS. Alors, c'était trop gros pour la diapositive, c'est pour cela que je n'ai pas inclus. Un des outils, sinon l'outil privilégié qui a été utilisé et qui représente les coûts des mesures de prévention, ce sont les vaccins. Les vaccins ont été l'intervention médicale qui a permis de sauver le plus grand nombre de vies euh, dans toute l'industrie médicale et de la science. Le, est au deuxième rang par rapport à la deuxième intervention qui est l'eau propre. C'est la première intervention qui est la plus efficace. Bon, les vaccins sont donc un outil très utile pour prévenir les maladies, un outil aussi pour prévenir la transmission et la propagation d'une maladie infectieuse. Vous voyez ici une longue liste de vaccins qui ont été développés à partir de 1797 avec le premier vaccin qui est un vaccin contre la variole. Ce que j'aimerais souligner ici en rouge vers le bas, c'est qu'on commence simplement maintenant de développer de nouveaux outils pour la vaccination, des outils qu'on appelle surtout des vaccins expérimentaux. Et nous sommes en train de développer et d'utiliser beaucoup de ces plateformes expérimentales contre la COVID. Les vaccins prennent du temps à développer. Voici une liste pathogène à partir de leur découverte et ça indique combien d'années ça a pris pour développer un vaccin. Il y a certaines maladies pour lesquelles on n'a toujours pas de vaccin, y compris le Zika ou euh, le virus respiratoire, le RSV, qui affecte les personnes âgées de façon très grave chaque année, le RSV. Cette diapositive, maintenant,
Je dois la mettre à jour parce que maintenant, un vaccin maintenant qui a obtenu sa licence vers la fin contre l'Ebola. Il faudrait que je mette ma diapo à jour. Il y a un vaccin maintenant contre l'Ebola. C'est pour ça que quand les gens disent que ça prend trop de temps pour le vaccin de la COVID, en fait, on essaie de compresser euh, 20, 30 ans de développement de vaccins en une seule année ou en 2 ans à partir du moment de la découverte du pathogène. Alors, c'est un très grand défi qui vient et heureusement, il déclenche beaucoup de coordination et de force et que nous avions déjà en place et que nous continuons à accélérer. Sur cette diapo, je voulais que tout le monde puisse visualiser ce qu'on veut dire quand on parle de la progression clinique. Ces fameuses phases 1, phase 2, phase 3, que sont-elles? Vous voyez, à partir du concept de vaccin, on a d'abord de la recherche préclinique et surtout des tests en laboratoire sur des modèles animaux en particulier. C'est une étape nécessaire avant d'entrer dans des études cliniques sur les humains. Après cela, vous avez les phases 1, 2 et 3. Les phases 1 et 2 examinent surtout l'innocuité du vaccin et la réponse, mais pas vraiment l'efficacité contre le pathogène. C'est ce qui se fait plutôt dans un essai clinique de phase 3, cette étude sur l'efficacité. Et plus de 10 000 personnes, quelquefois, il y a plus de 100 000 personnes qui participent à cette phase 3. Cette phase 3, c'est là où nous allons tester l'efficacité du vaccin. C'est pour ça que ça coûte autant d'argent, à cause du grand nombre de participants qui doivent être inclus dans ces études de phase 3. Et ça implique beaucoup de sites cliniques, beaucoup de personnes sont impliquées dans la gestion des données. Et d'habitude, c'est la période aussi qui prend le plus de temps. C'est là aussi où on est en train d'économiser beaucoup de temps dans ces phases 1 et 2. On se demande comment faire ça plus vite, sans prendre de raccourcis. Même lorsqu'une phase 1 démarre, maintenant, on commence à investir pour préparer les phases 2 et 3, ce qui ne se fait pas normalement. D'habitude, il faut attendre la fin de la phase 1 pour voir si ça vaut la peine d'investir les ressources nécessaires pour une phase 2 ou une phase 3. Dans ce cas-ci, on économise beaucoup de temps, on sauve du temps en coupant, en étant prêt même avant qu'on ait les résultats de la phase 1. Ceci dit, je crois que toutes les mesures d'innocuité, toutes les questions de sécurité pour éviter les dangers sont maintenant traitées avec la même intensité qu'avant. Et il n'y a pas de raccourcis qui sont pris, mais c'est plus une question de logistique pour accélérer les choses. Après la phase 3, le vaccin, s'il réussit, peut obtenir une licence, c'est-à-dire qu'il peut être disponible et mis à disposition du grand public. Une couche supplémentaire de protection que les gens oublient souvent ou dont on va entendre parler beaucoup plus bientôt, c'est la phase 4, c'est la surveillance post-licence, post-permis. Alors, une fois que le vaccin est disponible, mis à disposition du grand public ou au moins de certains sous-groupes, il y a encore quand même de la surveillance qui se fait. Et on a vu des vaccins par le passé qui ont été retirés. Ils ne sont plus disponibles et ont été interdits au public, particulièrement le vaccin récemment contre la fièvre dengue. J'aimerais souligner ici, en utilisant l'exemple du vaccin Ebola, l'importance d'investir dans des vaccins. Le vaccin contre l'Ebola a d'abord été développé à Winnipeg au début. C'était une idée de Wayne Spellman à l'époque qui a fait son travail préliminaire là-dessus. Ensuite, il y a eu une grosse équipe qui s'est jointe et à ses rangs. Ce vaccin est fondé sur un virus animal qui ne cause pas de maladie chez les humains, le virus de la stomatite vésiculaire, mais qui peut se répliquer quand même sur les humains et qui peut fournir une photocopie de l'Ebola et présenter cela à notre système pour nous assurer une protection. Alors, ce qui se fait ici, c'est que la couche externe de ce virus VSV, qui est le virus de la stomatite vésiculaire, un virus animal, est modifiée pour mettre une glycoprotéine de l'Ebola, une seule protéine du virus Ebola. Et le système immunitaire voit ça comme un virus Ebola, mais ça n'en est pas un. Et actuellement, la licence a été accordée en 2019, à la fin, au début 2020, par Merck. Et je crois que c'est une grande avancée, une grande innovation et un grand succès dans le domaine de la vaccination au niveau mondial, avec un financement initial provenant du ministère de la Défense nationale du Canada. Et je crois que ce vaccin est passé jusqu'au CRD. Il y a d'autres aussi qui ont contribué aux essais cliniques en Europe et en Afrique de l'Ouest. Ces vaccins ont été générés en voulant garder à l'esprit ce qui était nécessaire, dont on avait besoin. De quoi on a besoin comme vaccin? On savait dès le début de l'épidémie dans l'environnement
de l'Afrique de l'Ouest, qu'on pourrait profiter, les gens pourraient profiter grandement d'un vaccin à une dose, un vaccin qui aurait une protection. Vous voyez Heinz ici, à gauche, c'était des environnements très difficiles dans lesquels nous étions et c'était très important d'apprendre un peu ce qui était nécessaire pour un vaccin, une seule dose. En particulier, c'est le laboratoire de 2007 à la République démocratique du Congo, en RDC. Vous voyez deux coolers, deux zones froides, deux boîtes en haut à gauche. Une de ces boîtes avait déjà le vaccin dans une de ces boîtes euh, réfrigérées. Ce vaccin avait déjà été développé à cette époque pour s'assurer non seulement que la protection serait accordée, mais qu'on puisse l'amener sur le terrain et qu'il serait encore efficace et capable de déclencher une réponse immunitaire. Je vous montre maintenant des images pour vous montrer que ce n'était pas des environnements faciles. Maintenant, avec la COVID, heureusement, l'environnement est plus facile à de nombreux égards, mais des choses peuvent être faites. Et le soutien qui a été reçu par Frank Lammer et l'Agence de santé publique du Canada a été extrêmement important pour arriver à ce succès. Cette diapo, ce n'est pas que pour réaliser en détail, c'est juste pour vous expliquer que ça a pris du temps avant de développer des vaccins. Mais un autre vaccin qui a été développé en même temps à partir de Winnipeg avec l'Université de la Pennsylvanie et l'Université de Philadelphie, c'est le vaccin à adénovirus simien qui est en essai clinique, qui est utilisé maintenant. Ce vaccin pour adénovirus simien qui est utilisé contre la COVID par plusieurs compagnies. Quand on parle de AstraZeneca, c'est un adénovirus simien. Johnson Johnson aussi utilise un autre type d'adénovirus. Ça a été d'une grande influence sur le développement de nouveaux vaccins. Voici une liste de tous les essais cliniques qui ont été effectués, surtout pendant la crise de l'Ebola en 2014 et 2016. J'aimerais vous rappeler que c'était une crise en 2014-2016, mais pas de la même envergure que ce qu'on a maintenant. Ça, c'est beaucoup d'essais cliniques. Comme je dis à mes étudiants, si je n'avais jamais proposé ça sur des souris, ils m'auraient dit qu'on n'a pas assez de souris ici. C'est trop. Ça fait trop, on n'a pas assez de souris. Mais ça a été fait et c'est incroyable. C'est pour vous montrer que des choses incroyables peuvent être faites. Ça exige une quantité extrême de coordination. Une autre chose qui vient de Winnipeg et qui a changé la façon dont on gère les maladies infectieuses, c'est les anticorps monoclonaux, les traitements avec des anticorps monoclonaux qu'on appelait des IMAP à l'époque. Ces traitements peuvent traiter des macaques infectés ont été ensuite administrés à plusieurs humains, plus de 100 humains, 100 humains. Et chez les macaques, ça pouvait sauver l'animal. Et maintenant, on est en train de les adapter à la COVID, mais avec la même approche des anticorps monoclonaux. Le traitement au Régénéron, dont on a entendu parler, avec Donald Trump qui a reçu ce traitement au Régénéron, c'est exactement la même approche. C'est un anticorps monoclonal qui s'attaque au virus COVID. Et je pense que ça sera très intéressant comme traitement aussi à suivre sur le Généron. Je dirais, je suis assez optimiste même que ce traitement va faire fonctionner même mieux que ceux qui sont utilisés actuellement avec les stéroïdes pour les gens qui sont aux soins intensifs. Cette diapo nous indique qu'est-ce qu'on peut faire en science. Eh bien, on peut développer des vaccins plus sûrs, mieux, meilleurs, plus rapides et plus faciles. Les plateformes nouvelles, par exemple, et si on rend la vie plus facile, ça veut dire qu'on peut aller plus vite vers des applications cliniques. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On va avoir des technologies plus sûres, meilleures, plus rapides, plus faciles. On a beaucoup de nouveaux dispositifs d'administration, beaucoup de nouvelles plateformes ADN, VSV, PPV. Ce sont toutes de nouvelles approches. On a de nouveaux dispositifs d'administration et de nouvelles approches novatrices avec les fusils géniques et le tatouage. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais j'aimerais révéler ce panneau à droite. C'est un vaccin contre le VIH qui est développé actuellement au Canada, ici, au CRDI, avec les conseils de la CRDI. C'est la première fois que je vous montre les données. Nous avons un des vaccins qui est en ligne verte, qui est très prometteur. Nous avons 60 de protection dans ce groupe et c'est très important. En passant, c'est un des deux meilleurs vaccins contre le VIH qui se développent dans le monde, qu'on a développé avec 4 millions de dollars en 2 ans et demi. Les meilleurs autres vaccins ont pris plus de 10 ans, avec 120 millions au lieu de 4 millions aux États-Unis, avec nos collègues américains. Je suis donc très emballé. Je crois qu'encore 2 ans là-dessus
et on aura, avec plus de financement, nous pourrons essentiellement amener ça à 80 ou plus. C'est un jalon important, simplement pour vous rappeler qu'il y a 35 ans de vaccination contre le VIH. Les progrès, ça fait 35 ans que le VIH existe. Les progrès ont été très lents. Pourquoi est-ce que c'est important d'innover? Eh bien, c'est aussi important parce que nous devons développer tous les outils que nous pouvons pour avoir meilleurs soins de santé à moindre coût. Chaque dollar compte et c'est toujours le cas. Du côté gauche, vous avez une projection qui allait jusqu'à 2014. Je vous montre ceci, là. J'ai trouvé ça très intéressant parce que la projection était très, très, très précise. Et à droite, vous voyez le coût par personne. C'est plus de 7 000 pour 2019, en fait. 7 000 par personne, c'est ce qu'on dépense. En 2019-2020, 2018, j'ai vu, oh, il y a une croissance des soins de santé d'environ 4 au Canada. Alors, ces innovations sont conçues aussi pour diminuer les coûts des services de santé pour qu'on en ait plus pour la même quantité d'argent. Et c'est très important aussi. Et comment est-ce qu'on fait ça? Voici un échéancier du développement du vaccin contre l'Ebola. Ça a pris essentiellement 20 ans parce que, en fait, ça a commencé en 2001 et avec Vines, ensuite, ça a été licencié en 2020 avec la European Medicines Agency en 2019. En fait, ça a pris vraiment 20 ans. Là. Quand on regarde de nouvelles technologies, pour vous donner un exemple, un vaccin à l'ADN, là, 3 ans pour un vaccin contre l'Ebola et 13 mois pour l'approbation clinique. Ensuite, vous voyez le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et le Zika, où on a battu tous les records avec moins de 7 mois de développement de vaccins jusqu'aux passes cliniques qui se sont produites en fait à Québec. Mais pour la COVID, maintenant, c'est devenu incroyable. 2 à 3 mois seulement pour l'ARN, ADN, 3 mois avant que ça n'entre en phase 1. C'est seulement la phase 1, mais vous voyez déjà les progrès qui ont été faits par le passé. Et ce dont on a besoin ici, c'est un vaccin qui pourra faire une différence en 3 mois, un vaccin qui pourrait être mis à disposition en 3 mois, au moins dans une certaine sous-ensemble de population comme les travailleurs de la santé. Voici où on en est actuellement. À gauche, le graphique, c'est sur la COVID-19. Ce sont des chiffres de l'OMS qui sont mis à jour hier. Mais vous voyez une augmentation constante depuis le début de cette épidémie. Vous voyez par région ici, regardez particulièrement l'Europe. Si vous vous souvenez de la première vague où ça a été pas mal difficile en Italie, en Espagne et à d'autres endroits, regardez la deuxième vague maintenant qu'ils ont et c'est pas mal supérieur à la première vague. Et malheureusement, de pas voir le début, on voit mais le début de ça dans l'Amérique du Nord et dans d'autres régions du monde aussi. Il y a une augmentation, mais pas partout. L'Asie du Sud-Est, ça semble diminuer là-bas. Ce qui semble aussi, il y a beaucoup de pays qui montrent qu'on peut contrôler cette épidémie. Euh, en faisant le suivi des contacts, le diagnostic, etc. Mais une bonne nouvelle, regardez la ligne noire, c'est le taux de survie ou le taux de mortalité, si vous voulez. La ligne noire a diminué de façon très importante si vous prenez les ratios par nombre de cas. Et ça, c'est très important. Alors, le nombre de personnes qui meurent de l'infection baisse, ce qui veut dire qu'on s'améliore pour protéger les plus vulnérables, on s'améliore pour aider les gens à se protéger eux-mêmes. Ça, c'est au Canada. Le graphique d'en haut, c'est le nombre de cas et en bas, c'est le nombre de décès. Et vous pouvez voir, encore une fois, que malgré le fait que le nombre de cas est en augmentation assez importante, le but, c'est de diminuer les décès et la plupart des provinces ont ajouté de la pression sur le virus avec beaucoup de mesures en place. Et vous voyez que le taux de mortalité est plus faible. Et ça, c'est vraiment un bon signe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mesures qui fonctionnent bien. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas 100 mais déjà, ça fait une grosse différence. Ce diapo est là pour vous montrer par strate d'âge qui est le plus susceptible de mourir de la COVID. Il n'y a rien de nouveau. On est au courant que les personnes âgées sont plus susceptibles aux graves maladies et aux décès. Mais je vous montre ceci parce que je crois que c'est très important. D'abord, ça vous dit quelle population devrait être priorisée pour la vaccination. Deuxièmement, si vous regardez les gens qui sont en soins intensifs, vous voyez cette proportion. Hmm, beaucoup moins de 80 de personnes âgées, comme on voit dans les mortalités par rapport aux gens qui sont aux soins intensifs. Et ça vous dit aussi qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui meurent en établissement de soins de longue durée avant d'arriver aux soins intensifs. Et ça, on le savait.
on l'a pris à la dure lors de la première vague, mais je pense que beaucoup de progrès ont été faits depuis et ces populations sont maintenant beaucoup plus protégées. Pour revenir aux vaccins, ceci vous montre le nombre de vaccins qui est très élevé. On a plus de 200 types de vaccins qui sont actuellement testés contre la COVID. Concentrons-nous sur ceux qui sont en phase 3. Il y a 9 vaccins qui sont rendus en phase 3. C'est incroyable, en moins d'un an. Et certains d'entre eux doivent faire leur rapport sur leurs données avant la fin décembre. Alors, il serait encore peut-être possible que certaines autorisations soient accordées pour une utilisation d'urgence à certains endroits et ça pourrait peut-être se produire. On pourrait obtenir accès aux vaccins à certaines sous-populations. C'est une possibilité assez intéressante à suivre. C'est aussi une liste des vaccins qui ont été obtenus par le Canada pour, avec des contrats. Alors, deux sont pour Pfizer, Moderna, Johnson Johnson avec un vecteur viral, l'adénovirus, Novavax avec des sous-unités protéiques, un autre adéno, et très récemment, Medicago, les VLP de plantes. Ce que j'aimerais signaler, c'est que la plupart de ces vaccins sont encore à la phase expérimentale. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de produits commercialisés qui existent actuellement sur le marché. Et ça, c'est important aussi parce que ça vous dit que nous sommes en train de redéfinir les outils que nous avons pour la vaccination actuellement. Et cela va avoir un impact pour les douzaines, les 12 prochaines années, sinon pour plusieurs douzaines d'années. Alors maintenant, c'est un moment très important de développement pour la vaccination. Quelles sont les forces, les défis et les opportunités? Eh bien, les forces, c'est qu'il y a beaucoup de ressources qui sont investies pour accélérer le développement. Il y a beaucoup de développement de technologies nouvelles et flexibles avec une coordination beaucoup améliorée. Vous voyez ça surtout avec l'ARN et l'ADN. Ça bouge très rapidement, plus rapidement que ce qu'on n'a jamais vu du côté vaccinal. Les défis, comme on le sait, c'est le temps. Tout prend du temps. Et une des citations qu'on m'a dit récemment, c'est croire au développement rapide de vaccins, ça veut dire croire et accepter que ça va prendre du temps. On veut croire que c'est rapide, il faut accepter que ça va prendre du temps. D'autres défis qui vont venir, c'est la fabrication, la logistique aussi. Beaucoup de ces vaccins doivent être gardés à des températures très basses. L'acceptation des vaccins, ça peut être un problème. Vous savez, on espère que ce ne sera pas trop un problème, mais on ne sait pas encore. Alors, on va voir, on le saura seulement quand ça arrivera. Pour l'Ebola, la difficulté, c'était la production clinique, l'usine de production clinique, de fabrication, l'édifice de fabrication. C'était un nouveau vaccin. Ça a pris 2 ans simplement pour valider l'édifice de fabrication. Voilà, c'est des difficultés qu'on ne peut pas voir venir, malheureusement. Les opportunités, je crois que c'est très important de voir qu'on est en train de refaçonner, de renouveler complètement le domaine des vaccins pour des générations à venir. Je vais vous montrer ici très rapidement certaines technologies que nous avons fait avancer. Voici une machine à tatouage pour tatouer les humains. C'est une machine à tatouer qui a été modifiée par le département de génie de l'Université Laval. Cette machine à tatouer peut administrer des vaccins pour tout vaccin sous forme liquide actuellement. Et c'est avec un ensemble de 11 aiguilles qui existe aussi pour le tatouage humain. Et ça injecte le vaccin dans l'espace intradermal, c'est-à-dire dans la peau. C'est le meilleur endroit pour donner un vaccin, mais c'est très difficile de le faire avec une seule aiguille. Il faut donner un très petit volume. Alors ici, c'est low-tech, c'est de faible technologie mais que ça peut quand même administrer de grandes doses de vaccins. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'une ou deux doses de vaccin peuvent nous permettre d'avoir la même protection qu'un vaccin commercial qui aurait eu besoin de 5 doses. Alors, une ou deux applications, une ou deux administrations fait le même travail que 5 doses. Avec 5 doses intramusculaires, alors une ou deux intradermales. Voici mon bébé, si vous voulez. Permettez-moi de vous le présenter. C'est une organisation sans but lucratif qui s'appelle GARD. C'est une société canadienne non gouvernementale à but non lucratif dont l'objectif est d'amener des produits prophylactiques et thérapeutiques pour des maladies négligées qui n'ont pas de marché de commercialisation traditionnelle et pour les amener à l'essai clinique. Ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de vaccins, de produits thérapeutiques
ne sont pas des bons produits à investir pour les compagnies parce que ça ne fait pas faire d'argent. Nous défendons ces produits. Nous faisons avancer ces produits nous le faisons dans un contexte où le profit, on ne peut pas avoir de profit. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait se développer dans un environnement à profit, tout en créant de bons emplois. Et c'est bon. Toutes les personnes qui travaillent pour Guard ont de très bons salaires, mais pas de millions à qui que ce soit, pas de grands profits. Les profits sont toujours réinvestis. Nous avons plusieurs programmes, y compris de façon très large un programme de surveillance et de détection en Afrique qui veut aussi renforcer les capacités locales. C'est financé avec le CRDI et Affaires mondiales Canada. Aussi, la DARPA, c'est l'agence du département de la Défense des États-Unis, est en train de financer un essai clinique de phase 1 à travers GARD de vaccins de dernière génération contre l'Ebola et d'autres projets que vous pouvez voir ici. On opère avec 7 laboratoires ici dans le territoire du Nord-Ouest, au Nunavik, Nunavut et au nord du Québec. Dans le Nunavik, nous avons effectué plus de 45 000 tests sans aucun coût pour le gouvernement et nous avons détecté plusieurs cas, mais aucun de ces sites n'a vu des épidémies de COVID. Nous avons fait attention de garder tous les sites très sécuritaires et libres de COVID. Et même s'il y avait une épidémie, en 5 mois, pour nous, c'est un grand succès. C'est un grand signe de réussite pour avoir réussi cette sorte de communautés qui sont très rapprochées et surpeuplées où une épidémie serait explosive. Et on a réussi à garder tous ces sites protégés contre la COVID. Et je crois que c'est un aspect très important quand on se remet à travailler pour un environnement sécuritaire. Et quand on dit à but non lucratif, ce n'est pas parce que je suis contre les compagnies à but lucratif. En fait, cette compagnie est née d'une autre compagnie qui est une compagnie à but lucratif qui vend des laboratoires mobiles. Donc, vous voyez la conception ici. Il y en a plusieurs de ces laboratoires mobiles et plusieurs ont été exportés à l'extérieur du Canada. Et pendant la COVID, ils sont vendus maintenant comme des laboratoires pour la COVID, prééquipés avec des tests COVID et 20 ans d'expérience de laboratoire dans le secteur à but lucratif de Guard Environnement. Alors, je ne suis plus dans cette société à but lucratif, mais je suis très heureux de voir que ça prospère et que ça fonctionne bien. Il y en a un à l'aéroport de Val-d'Or, d'ailleurs, qui fait un très beau travail pour tester les gens qui voyagent. Voici une diapo quand même très, 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 très dense. Je veux simplement vous dire, regardez, ça a été développé par les étudiants de l'Université McGill et l'Université de Montréal. C'est les étudiants en immunologie, microbiologie. Ça représente les forces, les défis et les opportunités contre la COVID-19. Et vous voyez ici toutes les opportunités ici, tous les mots qu'on voit là dans l'opportunité. C'est très rafraîchissant de développer cette diapositive pour rencontrer ces étudiants de McGill et de l'Université de Montréal. Ce bébé à droite, c'est pas ce qu'on veut faire avec la machine à tatouer dans la vaccination. Écoutez, on ne cible pas les bébés pour la vaccination actuellement, mais la machine à tatouer peut injecter un vaccin. On fait ça pour la santé animale aussi. Les vétérinaires sont très emballés de voir qu'ils peuvent vacciner les animaux aussi par tatouage comme ceci. J'aimerais remercier tous les gens qui m'ont aidé. Je ne remercie pas tous les noms, mais voici d'excellents jeunes scientifiques fantastiques de mon équipe qui sont tous mes collaborateurs. Il y en a beaucoup d'autres. Je n'ai choisi que les principaux. Un grand merci. Sans votre financement, sans votre aide, ça n'aurait pas été possible. Un gros merci au CRDI, un des agences de financement les plus extraordinaires au gouvernement fédéral. Je ne dis pas ça parce que j'ai été payé pour le faire. C'est vraiment ce que je pense. Et aussi, le CIHR, c'est extraordinaire aussi, ces instituts de la santé, les recherches en santé. Et la diapo, merci de votre attention à tous. Bonjour à tous et à toutes. Premièrement, au nom de l'honorable George Fury et le président du Sénat et l'honorable Anthony Rota, le président de la Chambre des communes, je voudrais remercier tous les honorables députés, l'honorable sénateur, les intervenants et tous les invités distingués pour votre participation du premier événement virtuel des têtes à Papineau. In this 25th anniversary Au cours de ce 25e anniversaire du PFST, Partenariat en faveur de la science et de la technologie, nous avons ce premier événement virtuel avec des conseillers, des gens du monde académique et nos conseillers politiques. On se voit confrontés à une crise de santé à une échelle que la plupart d'entre nous n'ont jamais rencontrée.
même si très certainement la COVID-19 a pris toute notre attention au cours de ces dernières journées, on reste convaincu du fait que le rôle de la science, de scientifique empirique et non passionné est très important aussi que la sécurité pour l'humanité, la sécurité de l'humanité en général et l'environnement, pour nommer quelques domaines seulement. C'est pourquoi nous devons tellement à ces 21 organisations de recherche nationales canadiennes qui se joignent ensemble pour la coalition qu'est le partenariat en faveur de la science et de la technologie. Je vais noter tous les commanditaires de l'événement d'aujourd'hui et je voudrais les remercier pour toutes les visions scientifiques qu'ils nous ont offertes pour le travail dans les forums publics. Aujourd'hui, le Dr. Cobinger nous a donné d'incroyables vues sur ce qui est véritablement la découverte la plus anticipée avec grande hâte dans cette époque de pandémie. Comprendre le chemin que suit le développement d'un vaccin au niveau historique et le cheminement que le vaccin pour la COVID-19 devra prendre aussi est d'une importance inestimable. C'est pourquoi je vous rejoins d'exprimer nos remerciements de sa présentation aujourd'hui. Merci, Dr. Cobinger, pour nous informer concernant ce sujet très pertinent et veuillez accepter notre gratitude. Merci beaucoup.